Allô, Marc? Salut Jean-François! Comment vas-tu? Esprit qu'on a de l'air des débiles. Comment ça? Ben, je trouve qu'on sonne comme des débiles. Ben non. Eh oui. Veux-tu en parler, Marc? Non. Non. Y a-t-il quelque chose qui va pas? Ouais, non, tout est parfait. Il me semblait que tu étais pépé après le show de Mario Pelcha que Michel Le Tourneur t'a donné des billets. Les billets qu'il a annulés au lieu de mes ventes. Incroyable, hein? Tout Ouais, un ami. c'est spécial. Un chum, comme on dit dans le milieu. Ah, c'est un gars qui comprend pas. C'est juste ça. Pas vite, hein? Non. Penser, c'est pas sa force. Ben, écoute, Marc, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait penser à quelqu'un, Guy Auré. Et je pense qu'on va parler de lui dans l'épisode 73. Nous sommes le 8 août 2022. Pierre, c'est ton cue. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du CIM. Nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Wow, Marc, tu le vois comment il est efficace, Pierre, quand on lui dit quand est-ce peser sur le bouton. T'es sûr que t'es correct? Je suis très correct. Hey, j'ai très hâte aujourd'hui. Bien, premièrement, on a de belles entrevues sur une légende du monde de la lutte professionnelle, Guy Auré. Et important de mentionner qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'il est décédé. De là, la raison de faire l'épisode sur Guy Auré, parce que pour les plus vieux, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la lutte au Québec et en France aussi, en Europe. Ouais. Alors, on va toucher les deux sphères et moi, tout ce qu'on fait aujourd'hui, après plus de 35 ans, je lui dois à lui cette chance qu'il m'a donnée. On va y aller en ordre chronologique. Quel a été ton premier contact avec Guy? Quand et j'en ai parlé souvent, on dirait que je m'excuse si des fois c'est redondant, mais quand j'ai eu le premier contact, j'étais à C'est quoi, comme directeur des promotions, pour faire un contre-échange. Dire, regarde, j'avais réussi à trouver ses coordonnées. C'était Guy Auré qui s'occupait de la WWF. Je vais vous donner tant de mentions en ondes, plus des tirages en échange de tant de billets et des billets VIP. Et on avait fait... Dans ce temps-là, c'était quelque chose qui c'était courant de faire des contrats-échanges. Si... Pour ouvrir les discussions aussi, tu n'arrives pas pour dire, ben mets 5 000 de pub, puis, tu sais, pour y aller tranquillement, tu faisais un contre-échange. Si le client était content, ben là, lui, il pouvait voir la possibilité d'investir des sous. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec Guy Auré. D'accord. Donc, et pourquoi ça s'est continué? Bien, parce que, en plus d'être directeur des promotions, à C'est quoi, j'étais un animateur live dans l'âme. Tu sais, j'animais
partout des choses live. On est en 86. Je suis à Montréal depuis 82 avec C'est quoi? J'anime les gros événements et je capote sur l'image de la WWF, les personnages, la musique, tout ce qui se passe. Et je ne suis pas impressionné par l'annonceur du ring, qui était Robert Rivet, qui travaillait dans le temps à Télémétropole. D'ailleurs, tous ces détails-là, vous allez les retrouver dans mon livre. J'ai l'impression que c'est du déjà vu, mais c'est parce que j'en parle dans le livre. J'avais dit à Guy à la fin de la soirée, parce que ça m'avait surpris. Puis, écoute, Robert Rivet, c'est un bon monsieur, puis tout ça, là, mais il ne fitait pas avec l'image. Il y avait un clash, là. C'était comme, il y a de quoi qui me manque. Et moi, étant quelqu'un d'assez cocky et sûr de lui, je suis allé voir Guy Auré, je dis en passant, si vous cherchez un bon animateur de ring, j'en connais un. Et là, il m'a dit, j'imagine que c'est toi. Et il n'y a pas eu de discussion pendant quelques mois. Et à un moment donné, peut-être, écoute, 2-3 mois plus tard, out of the blue, Guy Auré m'appelle. Es-tu toujours aussi sûr de toi? Veux-tu faire les combats préliminaires? Puis c'est comme ça que ça partit. OK, j'avais entendu plusieurs fois l'histoire, mais je ne le savais pas que c'était Guy Auré. Donc, vraiment, à ce moment-là, c'était le responsable au Québec ou est-ce qu'il y avait d'autres territoires? D'après moi, il était comme le boss francophone de la WWF. Okay. C'est pour ça qu'il était très présent en Europe aussi. D'accord. Donc, on va entendre d'ailleurs David Jouan en parler du côté plus européen plus tard, mais on va se concentrer sur ton côté personnel. Lorsque tu as commencé comme annonceur de ring, est-ce que c'est lui qui te dirigeait un peu ou c'était d'autres personnes? Bien, lui, il y avait, tu te souviens, dans un des épisodes précédents, on a eu... celui que j'ai remplacé, là... Éric Rémy. Éric Rémy était là ce soir-là. Moi, j'ai fait peut-être les 2 premiers combats. Et lui, il a continué son travail. Et par la suite, ça a toujours été moi. Et dès que Guy m'a comme engagé, il m'a dirigé vers Pat Patterson. Et c'est Pat... qui me donnait vraiment tous les détails de comment faire le métier. Oui. Et en plus, Pat, ce qui avait été vraiment... On avait cliqué ensemble, c'est le fait qu'il m'expliquait une situation. Je pouvais aller sur le ring et la résumer aux fans. Et il n'y avait pas besoin de répéter. Il y avait cette connexion-là entre lui et moi. Et Guy Auré, tu as fait beaucoup de voyages avec lui pour la WWF, d'ailleurs. Oui, Guy, ça a été parce que, à part les Saturday Night Main Event, chaque 3 semaines, on voyageait ensemble. On allait sur les sites où on faisait les entrevues. Lui, il avait des réunions. Et au début aussi, il me coachait dans le sens que je ne connaissais pas personne puis tout ça. À la fin, il me semble que j'y allais pas mal tout seul. Mais au début, il était tout le temps là. Et c'est on avait quelque chose en commun. On était 2 magasineux. Un peu comme toi et moi, on l'est. On aimait beaucoup faire du shopping. Je me souviens, dans le temps, on tripait sur Bridge, qui était une compagnie de sacs de voyage en cuir. Puis c'est qui des 2 qui avait les plus beaux morceaux Bridge. Mais ce qui était vraiment spécial, c'est que lui, quand l'avion arrêtait, il partait, là, il pouvait bousculer tout le monde pour se rendre à la prochaine porte. J'ai jamais su pourquoi il faisait cela. Il disparaissait. Moi, les premières fois, j'essayais de le suivre en courant. Là, il me demandait, j'ai dit, hey, le prochain vol, il est dans 1h10. Il capote, là, voyons donc. Puis, quand j'ai pris mon assurance, je le retrouvais là. Lui était là depuis 20 minutes. Là. J'ai jamais su pourquoi il stressait de vouloir sortir de l'avion si vite. C'était incroyable. J'imagine qu'il était
c'était son seul moment de stress? Est-ce qu'il était stressé dans les coulisses ou dans le métier Non. de la WWF? Non, ben écoute, c'est dur à dire parce que tu as des personnes qui sont très stressées puis ça paraît pas. Mais Guy, non, il m'avait fait stresser à Paris. J'en ai déjà parlé, ça aussi. Tu sais, aujourd'hui, on se parle de nos road trips. Jean-François, on les prépare. Tu sais, je te disais, moi, je m'en vais dans le Maine. Ouais. J'ai déjà réservé ça. Mais dans le temps, en 1987, quand on a fait Bercy, c'était pas comme aujourd'hui. Et j'avais demandé à Guy, donne-moi de l'information sur la ville, sur Paris. Je suis jamais allé en Europe. Pour moi, c'est quelque chose de big. Il m'avait dit, casse-toi pas la tête, on va être ensemble, on m'occupe de tout. Et je ne l'ai jamais vu à Paris. Dès qu'on a atterri, il est parti avec Jean-Marc Baudouin. Moi, je suis resté là comme un pantin. Là, puis là, je me suis débrouillé. Je me souviens qu'au retour dans l'avion, j'étais vraiment pas content. Je boudais. Bon, mais, OK. Jean-Marc Baudouin, c'est qui? C'est celui qui était le patron du réseau Patonique, OK. qui est aujourd'hui qui est l'ancêtre de TVA. Et c'est celui qui est le producteur de Sucré-Salé aujourd'hui. Ah, d'accord. Ouais, C'est pour ça que tu n'écoutes jamais l'émission. Je l'écoute souvent, oui. OK, d'accord. Mais Guy Auré, c'était quoi la principale qualité qu'il t'a apportée à toi? Ben, et je me souviens, une des affaires qui était drôle, c'est après ma première description d'émission, description de combat que j'ai faite avec lui, on était des voisins. Fait qu'on s'est rencontrés chez lui, 2-3 numéros de porte de chez nous, et il m'avait dit, style, puis là, j'image, là, mais Marc, 77, mesdames, messieurs, dans 1 heure, c'est trop. À tous les 3 mots, je disais mesdames, messieurs, un peu comme aujourd'hui. Mais, et il m'a fait confiance. Souvent, c'est un gars qui aimait avoir le contrôle absolu. C'est un control freak. OK. Il y a eu énormément de chicanes avec Édouard Carpentier. On va en parler avec notre invité Bertrand Hébert. Et chaque fois qu'il y a eu une chicane, ben, c'est moi qui bénéficiais. Parce que la première chicane qu'il y a eu, il a enlevé Édouard des entrevues. Ça prenait quelqu'un. J'étais là. T'es là, ouais. T'sais, après ça, pour faire les commentaires avec lui, une chicane avec Édouard Carpentier, besoin de quelqu'un pour décrire avec lui, je lève la main, je suis là. Donc, c'est sûr que moi, s'il n'y avait pas eu ces chicanes-là avec Édouard, peut-être que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue. Fait que, tu sais, ça, c'est. Ben, je trouve ça plate, tu sais, d'avoir profité de chicanes pour rentrer, mais c'est pas de ma faute. Là. Moi, j'ai juste été là, au bon endroit, au bon moment. Si je résume, sa plus grande qualité, c'est qu'il était tout le temps en chicane. Non. C'était, écoute, grande qualité. Guy était perfectionniste, qui peut être une qualité ou un défaut. Comme je t'ai dit la semaine dernière, dans la conclusion, on était pas mal des amis. Tu sais, on était voisins 2 fois. À la Chine, sur la 32e et Provo. Moi, j'avais un condo où il y avait une maison vraiment... C'est un hasard. C'est lui qui... Quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé ça hot, les condos. Puis c'est lui qui m'a présenté la représentante de Prével. Puis c'est lui, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un, comme quand on vient au studio ici, je fais « Wow! Je ne viendrai jamais vivre ici. » Ben oui, tu me le dis à chaque fois. Oui, puis toi aussi. Tu es un gars du centre-ville de Montréal. Oui. Mais, ensuite, c'est moi qui ai acheté un condo à Sainte-Adèle et Guy est venu en acheter un à un coin de rue de chez nous. On se voyait peut-être un petit peu moins dans ce temps-là et j'avais une Porsche 924 rouge. À un moment donné, j'ai voulu la vendre. Je l'ai vendue à Guy.
Guy l'avait offerte à sa conjointe, puis elle prenait souvent. Et quand lui en voulait plus, il l'a vendue à Jazz, mon épouse d'aujourd'hui, mais avec qui je n'étais plus en relation dans le temps. Alors, c'est spécial. Non, c'est vraiment. Puis, Guy Auré, mais c'est quoi le plus beau souvenir? Tu as parlé de l'avion, mais le plus beau souvenir commun que vous avez? Ah, plus beau souvenir commun. Aller à Stanford et aller souper avec Lord Alfred Hayes et parler français avec lui. Ça, là, c'était vraiment... Comment je pourrais dire ça? C'était pas la grosse affaire. C'était plus... tu sais, aujourd'hui, la WWE, c'est devenu... tu sais, tout est régi. Mais là, c'était relax. On est allé dans un studio. On allait souper. Puis Guy connaissait les restaurants qu'il y avait dans ce coin-là. C'était vraiment des beaux moments. Et un moment que je ne comprends pas, mais que j'apprécie, c'est le fait que Guy ne m'a pas mis des bâtons dans les roues quand j'ai voulu rencontrer Vince, qui a changé beaucoup de choses pour moi, pas juste du côté monétaire. Mais la logique aurait été que Guy ne me permette pas. Mais peut-être que le fait que j'en avais parlé à Pat Patterson et que c'était enclenché, il m'a laissé aller. Puis, il m'en a jamais, en tout cas, j'ai jamais remarqué qu'il m'en a tenu rigueur. Puis, on a toujours eu quand même une bonne relation. Qu'est-ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est que tu as beaucoup de beaux souvenirs, d'anecdotes, de plusieurs anecdotes avec Guy ailleurs que dans le monde de la lutte professionnelle, c'est-à-dire les voyages, les voitures, les maisons. Donc, Guy, c'est plus quelqu'un que tu appréciais de qu'est-ce que je peux conclure comme humain en tant que tel? Ben, c'est parce que les entrevues, je faisais pas de lien avec lui. Tu sais, j'ai pas mal toujours fait mon métier seul. Les Saturday Night Main Event, il n'était pas là. Mais l'autre, en parlant avec toi, les affaires qui me comptaient de sa jeunesse quand on voyageait en avion, là, des places. Il y a une place qui me disait, JF, là, faut que je retrouve l'adresse. J'ai de l'argent de caché dans un grenier, une grosse somme d'argent. Puis écoute, il y avait eu une vie qui était, et on en parle avec Bertrand Hébert, il y a des fois que tu te demandes si il ne te montait pas un bateau, là. Okay. Mais des fois, j'avais l'impression de jaser avec James Bond. Quand il me contait ses affaires, j'étais là, tabarouette, il en a eu toute une vie, lui. C'était spécial, Guy. Il un être quand même inspirant, peu importe si c'est vrai ou pas. Oui. Puis, c'est pas tout le monde qui l'a aimé. On va, après l'entrevue avec Bertrand, je vais vous faire écouter un clip du réalisateur au Québec dans les années 86-87. On l'a eu comme invité sur le CIM et c'est lui qui m'avait annoncé que j'étais présent à WrestleMania 3. Je m'en souvenais même pas. Un des plus gros WrestleMania de tous les temps pour ben du monde. Aucun souvenir. Et il m'avait dit comment il n'était pas capable de sentir Guy Auré parce que Guy traitait Édouard Carpentier comme de la M. On va trouver ce petit bout-là, puis on en reparlera plus tard dans l'émission. Oh là là, j'ai très, très hâte. Mais en premier lieu, après la pause, nul autre qu'un grand booker, Bertrand Hébert. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du CIM. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome JF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact.
La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, au sim.shop. Notre invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, mon ami Bertrand Hébert pour nous parler de Guy Auré. Selon la rumeur, Bertrand, tu aurais été le dernier à l'interviewer pour votre livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ben oui, effectivement, quand on travaillait, là, ce qui est d'abord été Mad Dog Just a Screwjob et qui s'est transformé après ça en version française la semaine prochaine, si Dieu le veut. On retraçait, on était à l'époque où j'ai commencé dans le projet, puis je retraçais le projet avec Pat. Il faudrait parler à Linda Boucher, il faudrait parler à Guy Auré, il faudrait parler... Puis Pat avait déjà une série d'entrevues. Fait que là, on fait des recherches, puis à ce moment-là, Guy Auré était retourné au le neuro-coaching, une espèce de motivateur, psychothérapeute. Tout ça est un peu nébuleux pour moi, là, mais il faisait ça, il était affiché sur... Moi, je te dirais que c'était nébuleux pour beaucoup de personnes. Et c'était affiché sur les médias sociaux, je l'ai contacté et à ma grande joie avec le recul, il a accepté de répondre à une entrevue, peut-être durer une heure et quelques. Puis bon, il était relativement ouvert et zen face à son temps dans la lutte, là. Donc ça a été une belle entrevue qu'avec le recul, puis les années, puis les infos qu'on a eues, on aurait aimé pouvoir lui poser plus de questions. Puis je pense que quand on est revenu à la charge avec Maurice, puis avec le Géant Ferré, on avait tendu des perches, mais il demeurait de glace et de silence. Il était moins présent sur les réseaux sociaux. On a appris depuis qu'il était malade, puis bon, etc. Donc, c'est là qu'on l'avait invité au lancement. Il n'est pas venu. Ça aurait été intéressant qui rencontre tout ce beau monde-là qui était au lancement de Mad Dog Just a Screwjob. Mais à bon, cette époque-là, Bertrand, est-ce qu'il demeurait à Montréal? Oui, il était à Montréal. Donc, puis bon, moi, ce que je me souviens, c'est que j'avais parlé à sa conjointe qui m'avait dit « Oh, il s'en vient une minute. » Puis après ça, on était partis, on avait jasé de tout ce qu'on avait pour lui à l'époque. Je sais que c'est là qu'avait dit une phrase gentille à mon sujet. Là, il avait été avec toi, comme quoi que tu étais le gars parfait, comme que tu avais le look, le bilinguisme, puis tu n'étais pas grand, donc tu faisais bien pareil tout le monde, mais tu avais cette présence-là qui n'est pas donnée à tout le monde nécessairement dans ce rôle-là. Là. Donc, c'est sûr que ça va être dans la biographie de Marc Blondin apparaître. Mais avoue, Bertrand, que ça fait quand même spécial quand quelqu'un dit Marc Blondin était parfait parce qu'il était petit. Give me a hell yeah! What? Effectivement. Mais bon, il faut comprendre le monde de la lutte. Ouais. Surtout que je me rapetissais encore plus, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un monde qui est magique, le monde de la lutte, parce que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, c'est tellement complexe de lui faire comprendre les rouages et les avenants de tout. Et donc, la phrase « il était parfait parce qu'il était petit », ça prend... Il faut que je te parle 10-15 minutes pour que tu comprennes peut-être pourquoi que c'est un compliment vraiment spécial. Bertrand, moi, j'ai connu Guy en 1986 quand j'ai commencé, mais avant ça, Guy Auré, as-tu une idée quand est-ce qu'il a quitté l'Europe? Exactement, non, mais au début des années 80, il est à Montréal. Il m'a raconté qu'il a rencontré Édouard Carpentier au Festival des films du monde pour un film d'Alain Delon. Carpentier va travailler avec lui parce qu'à cette époque-là, fin 70, début 80, il ne se passe pas grand-chose avant 1980 au niveau de la lutte, surtout pas la lutte à la télé. Donc, Édouard lutte, mais Édouard fait au travail aussi là, des choses de vêtements. Ça semble très nébuleux, encore une fois, dans quoi Guy Auré trempe ou Guy Auré fonctionne à ce moment-là. Mais excuse, je te coupe parce qu'il faut faire attention quand on dit nébuleux. Guy Auré aimait entretenir un mystère autour de lui. Oui, non.
j'implique pas par là que c'était quoi que ce soit d'illégal, mais plutôt quelque chose que Guy ne développait pas beaucoup comme quand il en parlait. Et tu sais pas trop s'il était propriétaire, représentant, importateur, vendeur. Tu sais, c'est ça. Il laisse planer un peu tout ça. Mais il va commencer une relation avec Carpentier, relation qui va les conduire ou conduire Guilloré. Et c'est là que Guilloré devient un joueur important dans l'histoire de la lutte au Québec. C'est-à-dire qu'après les années 70, puis la guerre des Arts et le Grand Prix, il n'y a pas de lutte à la télé et la lutte a mangé une volée. Selon ce que Guy m'avait raconté, la lutte avait mauvaise réputation. Les promoteurs avaient mauvaise réputation. Il y avait eu beaucoup de factures qui étaient restées en suspens avec la fin des opérations des deux grosses compagnies. L'image de la lutte n'était pas bonne. Et lui, en bon représentant et en bon vendeur, a vendu l'idée d'aller chercher cette heure de télé-là, mais à sa charge à lui. Et donc, c'est lui qui détenait les droits à Télé7 de la lutte, qui va être d'abord la lutte de Gino Brito, Jean Ferré et François Alloy, mais qui va par la suite faire le switch. À qui il a demandé le mandat d'aller chercher cette heure-là? Il n'y a pas de mandat à personne. Il est allé la chercher, puis après ça, il est allé chercher Gino. OK. De ce que j'en comprends, Gino savait que si Guy avait la télé, mais les droits de la télé appartenaient pas à la promotion de lutte, ce qui est assez exceptionnel comme concept. D'ailleurs, c'est ce qui va conduire à la chicane, c'est-à-dire que alors que la lutte, dans le milieu des années 80, 83-84, monte en flèche, Lutte internationale va ajouter 1 heure par semaine. C'est-à-dire que Lutte internationale va tomber avec le Télé7 et 1 heure de plus. C'était CKOL, Trois-Rivières, ou quelque chose comme ça. Et là, on va se retrouver avec 2 émissions de lutte. Et là, on va un peu forcer Auré en dehors de l'équation. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui racheter, ou du moins qu'il transfère les droits de télé de Télé7 vers l'international. Pourquoi? Et, parce qu'on veut contrôler la télé, parce que si tu perds la télé, et c'est ce qui va arriver de là, c'est plus toi qui es en contrôle, c'est la station de télé, puis il y a quelqu'un d'extérieur. Et ce qui va arriver, Guilloré va s'en virer de bord, va aller voir Vince McMahon puis Pat Patterson, et il va leur offrir la slot. Et d'un jour au lendemain, au Québec, là, un bon dimanche matin, c'est lutte internationale, et le dimanche d'après, c'est comme si de rien n'était, Édouard Carpentier et Guilloré avec les super étoiles de la lutte de la WWF. Et je me souviens très bien de ce matin-là. Et c'est comme, il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu maintenant, nous sommes avec, ou nous avons, c'était comme s'il avait toujours été là. Et c'était là le grand pouvoir de Guilloré. Guilloré va se retrouver avec tous les droits francophones de la WWF à travers le monde. Va devenir vice-président aux opérations européennes, de ce qu'il m'avait raconté. Et va être un joueur important durant plusieurs années là, dans l'expansion à l'international vers l'Europe surtout. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une 2e cuvée de la Bitter Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette 2e saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander vos Mesdames Messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y Mesdames Messieurs ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@gmail.com. Cheers! Quand tu dis européenne, est-ce que tu veux dire pour la francophonie? Moi, il m'avait parlé qu'il y avait les droits pour la francophonie, mais qu'il était vice-président aux opérations européennes. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'en parlais avec Pat Patterson, c'était un nom qui était très vague dans son souvenir, Guilloré. Donc, j'ai jamais pu avoir vraiment plus de détails que ça. C'est les deals de Canal+, la francophonie en Afrique,
Puis tout ça, là, c'est tout Guy Horry qui contrôlait ça avec ses Polyspec Vidéo, c'est même un fidèle, qui était le nom exact de sa compagnie. Là. Ça se peut. Il était là, je regarde sur les chèques qu'il m'a donnés, je ne les ai jamais déposés. Crée mon genre que t'es parlable! Télé 7 à Sherbrooke, on va donner le réseau Patonique. Parce que c'est dur pour les gens peut-être d'aujourd'hui de comprendre, les plus jeunes. Ouais. Quand le câble se lance comme ça, Télé 7, c'est comme un satellite de Télémétropole. Il y a un réseau Patonique, donc il y a une station à Québec aussi qui va diffuser la même émission que Télé 7. Puis il y en a dans d'autres régions. Puis Radio-Canada a ses propres satellites, là, dont Trois-Rivières, c'est même moins fidèle. Et ces postes-là vont être sur notre câble. C'est ça la beauté du câble quand le câble arrive au Québec, c'est que soudainement, on a accès à ces postes-là qui viennent permettre une diffusion beaucoup plus grande que seulement par les ondes standards. Oui, parce que possiblement que Télémétropole, l'ancêtre de TVA, n'aurait pas accepté de donner l'heure le dimanche matin. Et voilà, c'est ça. Il y avait cette possibilité-là d'aller chercher un plus petit diffuseur, malgré ça collé sur un plus gros, parce qu'au final, avec l'arrivée de la WF à Télé 7, le réseau Patonique va arriver, qui était une espèce d'ancêtre de ce qui va être TVA, le réseau TVA, si on veut, où toutes ces stations-là vont devenir sous l'égide de la station mère de Montréal, avec pratiquement plus de contenu local. Il y en a très, très, très peu là, du contenu local. Et il n'est surtout pas disponible, ce contenu local-là, comme il l'était dans le temps. Donc, celui qui était l'ami, ça, tu t'en allais parler? Ben, en fait, j'allais parler des Saturday Night Main Event, mais c'est le même gars, je pense, qui est en lien avec Jean-Marc Beaudoin, qui était venu en Europe en 87 avec nous, était, je pense, un VP à Réseau Patonique. Il demeurait à Québec, mais il tirait les ficelles et Guy Horry était très, très près de lui. Et c'est ce qui va conduire justement à que c'était plus seulement Télé 7, mais TVA, Télémétropole vont aussi présenter les Saturday Night Main Event. Ensuite, vont reprendre l'émission de lutte avant que finalement ça se termine, que ça fasse un court passage à TQS, puis qu'on n'ait plus de lutte en français là, jusqu'au début des années 2000 ou presque. Fin des années 90 là, avec l'ère Attitude où on a eu un petit peu là, Raymond et Jean Brassard, mais pas beaucoup là, comparé. Là. Et on était donc très, très, très longtemps avant que la lutte en français revienne de WWF. Mais Guy Horry est un pivot là-dedans. Là. C'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui, durant, là, peut-être, mettons, là, si on veut faire des chiffrons, là, 84, 85, presque au milieu des années 90, là, un gros 10 ans, là, c'est le gars en français à WWF qui s'occupe de l'Europe, les pays francophones en Afrique, etc. Donc, là-dessus... Il y a eu une chicane et m'emmener avec Vince. Et c'est là aussi, là, je ne suis pas l'expert. Raymond nous a raconté des choses sur la fin de l'association. C'est toujours les mêmes questions. Il est arrivé à une époque où la WWF a centralisé ses opérations, a exigé des choses. Guy faisait souvent ces choses à partir de ses studios au Québec. Là, il voulait que tout soit fait à Stamford, incluant les parties francophones. Donc, après ça, il y a l'argent. La WWF, dans le milieu des années 90, va connaître pas des problèmes financiers, mais c'est plus difficile. Les revenus ne sont pas là. Il y a une année avant que les choses explosent que Vince a mangé 6 millions dans le rouge. Là. Donc, on rassemble, on concie, on rapetisse nos opérations, puis on centralise les dépenses. Et c'est dans cette période-là là, que ça va se terminer. De ce qu'on en a compris, il y a eu des ultimatums. Vince ne répond pas très bien aux ultimatums de dire si j'ai pas ça, je m'en vais, ou si j'ai pas ça, je fais ça, ou si j'ai... Et ça va s'estomper tout simplement. Là. On en parlait avant d'entrer en ondes, que justement, il va me parler que on lui demande de préparer un pilote pour la WCW. Puis je pense que ça prédate un peu Nitro, parce qu'il y avait, à cause
du fameux neurocoaching, il y avait des liens avec Ted Turner du côté de Je veux juste t'arrêter avant que tu ailles là, Bertrand, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que Vince se serait aperçu. Encore là, c'est ce qui m'est venu aux oreilles, que Guy avait caché des revenus à la WWF parce que c'est lui qui manigançait tout ça en français, puis c'est là que ça aurait explosé. C'est ce que moi, j'avais entendu dans le temps. Moi personnellement, il m'en a pas parlé. Non, c'est sûr. Mais écoute, c'est souvent des questions d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il n'y a rien qui me surprend dans le monde de la lutte. Et effectivement, l'occasion fait le larron. Parfois, on met un 0 ou une virgule par bonne place en se disant ça va passer tout droit, ou on gonfle un compte de dépenses. C'est quoi, là? De ce côté-là, je ne peux pas dire, mais effectivement, de ce que moi, j'en avais compris aussi, ça ne s'est pas bien terminé. Là. C'est-à-dire que ça s'est terminé avec des menaces d'un côté comme de l'autre. C'est jamais bon. C'est ça. Ça n'a jamais été plus loin. Ça n'a pas été en cours où il n'est pas laissé de traces de ça. Mais de ce que j'en ai compris, c'est comme Giori n'existait plus dans la tête de Vince McMahon. Donc, il l'a barré de sa vie complètement, puis il l'a barré complètement de son histoire aussi. D'ailleurs, quand on a communiqué le décès de Giori, c'est quelque chose que la WWF a passé sous silence complètement. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Tu parlais tantôt d'une association avec Ted Turner, la WCW, un fameux pilote. Donne-nous l'histoire là-dessus. Moi, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il aurait tourné ce pilote-là avec Edouard pour la WCW, prédatant Nitro pour l'Europe. Parce qu'il avait travaillé, il aurait travaillé pour Jane Fonda, Ted Turner au niveau du neurocoaching. Ça, avec ces vagues-là, on n'a jamais eu le détail d'eux. Et il aurait trouvé que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, qu'il savait dans quoi il s'embarquait dans une bataille contre Vince en Europe et qu'il pensait pas, peut-être qu'il pensait pas que le produit pouvait lui permettre de gagner. Puis il disait que Vince, tu te bats contre Vince 24 heures par jour, 7 jours sur 7, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Lui, il savait dans quelle bataille c'était puis que ça ne l'intéressait plus vraiment. Donc, il doit avoir été surpris de savoir que moi, j'avais eu un contrat à partir de 97, s'il était encore plugué. Je pense qu'il n'était pas vraiment plugué sur la scène rendu là, parce que moi, tu vois, j'ai dû parler autour de 2011, 2010, dans ces eaux-là, là, parce qu'on a travaillé 5 ans sur le livre avant sa publication en 2013. Fait que c'est quelque chose dans le milieu de tout ça, là. Peut-être même, si on dit 5 ans, je pense que c'est dans les débuts, fait que c'est peut-être même le fin 2008-2009. Donc, on est quand même assez loin de la guerre du lundi, etc. Puis, il ne semblait pas avoir vraiment d'opinion ou de souvenirs en lien avec les choses très, très récentes. L'autre, je ne sais pas si c'est une rumeur, qu'il avait été champion dans les arts martiaux. Mais il avait quand même une shape. Ouais. Ça, je me souviens de ça, là. Il m'a confirmé avoir fait, parce que ça, c'est ce qu'on retrouvait en ligne à cette époque. Moi aussi, il m'en avait parlé en passant dans nos nombreux voyages. C'est ça. Il m'avait dit, ça prédate son arrivée au Québec, de ce que je me souviens.
et il avait été champion de karaté en Europe. Mais bon, encore une fois, on peut faire dire ce qu'on veut. Là. Ça dépend trop de la grosseur du tournoi, l'âge, le poids. Bon, tout ça peut vouloir dire bien des choses. La même chose, moi, il m'a confirmé avoir travaillé avec Cyndi Lauper avant que Cyndi Lauper aille à la WWF dans le neurocoaching, là, le fameux neurocoaching dont on parle depuis le début. J'inviterais d'ailleurs les gens qui s'interrogent sur le neurocoaching à simplement faire une recherche en ligne. Vous allez en savoir autant que nous. Mais c'était un personnage, mais un personnage clé au Québec parce qu'il a soudainement débloqué la télé fin 1980, début 1981. Ça va changer la donne pour la promotion locale. Ça va conduire à l'envahissement de la WWF au Québec. Lui-même va devenir un pivot de l'expansion francophone à l'international pour la compagnie. Donc, ça a été quelqu'un qui, sur le 10 ans, le 15 ans qui est impliqué dans la lutte, le 10 ans avec la WWF, ça a été quand même un joueur là, qui a fait bouger beaucoup de choses. Fait que c'est toujours un peu plate quand ces gens-là s'effacent tranquillement du milieu. Ils veulent pas y retourner. On a été super chanceux qu'ils disent oui à ce moment-là parce qu'il n'a jamais pu voulu par la suite donner d'entrevue. Il a seulement essayé d'y envoyer une copie du livre, puis j'ai resté sans réponse de ce côté-là aussi. Donc, on a été très, très, très chanceux de pouvoir avoir ça. C'est un peu comme Richard Charland là, qu'on peut malheureusement pas interviewer aujourd'hui là, pour avoir sa perspective sur les choses. Le fait qu'on a ce petit moment-là, c'est quand même merveilleux. Guy racontait que... Parce qu'on parle souvent du stade olympique, mais Guy racontait qu'avant WrestleMania 3, ils ont fait des études de faisabilité au stade olympique, puis que le stade olympique n'était pas vraiment fait pour ça. Les coûts d'adapter le stade pour un spectacle de type WrestleMania ou d'un type de lutte dans un stade étaient vraiment complexes pour ce que la WWF voulait. Fait que c'est un projet qui a été abandonné. Puis même si par la suite, il y a tout le temps eu des combien ça coûterait puis qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je ne sais même pas si aujourd'hui, avec les capacités vidéo, Wi-Fi, pas de fil, etc., si on pourrait vraiment rendre le stade convivial pour un spectacle de lutte. Là. Le son est toujours bizarre, c'est du gros béton au niveau du sans-fil. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait au stade olympique. Donc, mais c'est une histoire qu'on n'avait personne, c'est-à-dire que Guy avait travaillé à voir si le stade olympique était un endroit viable pour WrestleMania 3. Là. Donc, c'est des choses que personne d'autre a. Donc, ça fait partie un peu de la mission qu'on avait avec Pat Laprade quand on a mis en place ce qui est devenu en anglais Mad Dogs, Midgets and Screwjobs, quand personne au Québec a voulu publier le livre. Puis finalement, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, là, dans les 6 mois qui ont suivi la publication en anglais, là, pour parler de la lutte au Québec en français. Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir éclairés. On fait cet épisode parce que le 8 août, c'est la date du décès de Guy. Et on voulait un peu creuser sur le personnage parce que Guy Auré était un personnage. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à toi, puis à la semaine prochaine, si Dieu le veut, comme dirait le collègue de Guy. C'est bon, ça. Ou l'autre qui dirait « Soyez-y, mesdames, messieurs ». Simmania 1, c'est dimanche, le 18 septembre prochain, à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs,
puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com/billets-Simmania. Simmania 1, soyez-y, mesdames, messieurs. Tout un booker, Bertrand Hébert, comme je le disais, mais également tout un écrivain. Et d'ailleurs, c'est lui qui a écrit officiellement ta biographie. Sur la biographie, c'est marqué Marc Blondin, Bertrand Hébert. Parce qu'il dit qu'on est 2 co-auteurs. OK. Moi, dans le fond, j'ai compté ma vie. Lui, il l'a écrit. Alors, c'est comme ça qu'il voit ça. On est des co-auteurs. Bien, tant mieux. Et quand est-ce qu'il sort le livre Et, déjà? juste pour te dire, la répartition des profits, c'est 99,999 à moi et 0,000... Ça, c'est chier! C'est plus que chier! À Bertrand. Oui, c'est ça. C'est très Le bon. livre, il sort, comme tu sais, j'ai failli encore me mordre la langue. Il est chez l'imprimeur. Tout est fait. Tout est depuis la semaine dernière. Et je devrais recevoir les boîtes autour du 8-10 septembre pour les vendre officiellement. Le 18 septembre, j'ouvre les ventes à Simmania. Oh que oui, mesdames, messieurs. Question. On a parlé de Guy Auré tout au long de l'épisode. Et un réalisateur que tu as côtoyé, Pierre Bélanger, Ouais. j'ai entendu qu'il y avait une opinion comme qui fait un peu contraste aux autres opinions qu'on a entendues aujourd'hui. Bien, on a parlé beaucoup et on en a entendu parler. Moi, je l'ai dit. Bertrand en a parlé. Il y a eu souvent des brouilles entre Édouard Carpentier et Guy Auré. Et Pierre Bélanger m'a déjà conté que lui, il avait un respect immense pour Édouard. Pour lui, Édouard Carpentier, c'était un monsieur gentil, tout ça, et qu'il restait toujours abasourdi, la mâchoire décrochée, de la façon que Guy Auré traitait Édouard Carpentier. Il m'a déjà dit qu'il avait failli frapper Guy Auré parce que ça l'avait offusqué au maximum de voir Guy traiter Édouard d'une certaine façon. Mais moi, j'ai souvent été avec les deux, puis j'ai jamais rien vu de ça, j'ai jamais eu de malaise. Alors peut-être que ce que Pierre a vu à un moment donné, ça venait peut-être d'arriver une chicane, puis tu sais, la tension était à son apogée, peut-être. Ah, peut-être, peut-être. Tu sais, écoute, c'est des choses qui arrivent dans la vie, des chicanes, on se réconcilie, on est des bons amis. C'est peut-être arrivé soudainement, on le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'était tout un épisode aujourd'hui et on continue la semaine prochaine parce qu'on se disait, OK, on va faire des entrevues, on va en faire 2, mais finalement, une autre entrevue s'est ajoutée pour la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, on a le côté européen avec David Jouan, qui est un collaborateur vraiment important du CIM. Et c'est sa première entrevue, sa première visite officielle dans les épisodes parce que Guy Auré l'a marqué, le fait qu'il était français et tout ça, puis toute l'emprise qu'il avait sur comment il était big pour la WWF quand il est le patron jusqu'à temps que tout s'écroule, mais il était le patron de la francophonie. C'est quelque chose de gros. Et il a même sorti plein d'extraits sonores pour permettre aux auditeurs d'entendre la voix de Guy Auré et voir comment il était coloré. Et entre autres, un extrait avec Bob Backlund. OK, Bob Backlund, oui. Ça a l'air que c'est vraiment spécial. Il va falloir être là la semaine prochaine. Bob Backlund est spécial, d'ailleurs. Oui, puis Guy l'a fait encore rendre plus spécial dans ce combat-là. Mais la plupart des gens se disent, bien, David Jouan, c'est ça. Mais David Jouan, ben, c'est un archiviste. Il adore
tout ce qui se passe en français, particulièrement en entrevue et en commentaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a sorti des extraits sur Guy-Auré. Oui, et comme je l'ai dit, c'était un fan. C'est devenu un ami, même si on ne s'est pas croisés. Mais, et là, c'est quelqu'un qui nous aide tellement, au même titre que Pierre peut nous aider, toi et Ansem. Et en plus, on a eu le plaisir d'avoir Raymond Rougeau, avec qui Guy a travaillé. Et Raymond va nous parler la semaine prochaine comment Guy lui a un peu passé le flambeau et l'amené à devenir un bon communicateur, un bon descripteur. Donc, si on se fie aux dates, aujourd'hui, nous sommes l'épisode 73 du CIM, le 8 août 2022, c'est-à-dire un an précisément après le décès de Guy-Auré. La semaine prochaine, on est le 15 août, la partie 2 sur Guy-Auré, l'émission 74. Et ça s'appelle le CIM, ce qui veut dire, Marc... Soyez-y, mesdames, messieurs!